Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Champignosaurus. Aujourd'hui, on va aborder vraiment le strict minimum à savoir concernant la vie et la reproduction des champignons. Donc en fait, les énormes structures qu'on voit, donc, qui s'appellent des carpophores ou des sporophores, donc la partie visible du champignon est une sorte d'organe reproducteur qui va émettre des spores spores qui vont tomber sur le sol ou qui vont être portés par le vent. Ces spores, il y a des spores plus et des spores moins. En fait, il n'y a pas de genre masculin et féminin, mais des spores plus et moins. Elles vont germiner si les conditions sont bonnes et ça va donner des filaments comme ça d'organismes monocellulaires qui vont coloniser le sol, former des réseaux dans le sol, se nourrir des nutriments du sol. Ces filaments primaires vont se rencontrer, un filament moins, un filament plus, se rencontrent, fusionnent pour former un filament secondaire. En fait, ça permet le brassage génétique, les échanges génétiques pour la survie de l'espèce, hein. On veut éviter la consanguinité, donc on veut brasser le matériel génétique pour avoir des individus adaptés et en bonne santé. Comme c'est pareil pour tout. Ce filament secondaire va venir fructifier et générer la partie visible du champignon, qui est le carpophore ou le sporophore, qui à son tour va émettre des spores et ainsi de suite. Ça fait un cycle. Donc, le seul moment où on voit vraiment les champignons, euh, c'est à cette étape, mais le champignon passe le plus clair de son temps sous terre, invisible, sous cette forme de réseau d'organismes, en fait. Donc voilà le cycle, on voit le carpophore ou le sporophore qui met les spores, qui tombent dans le sol, elles germinent, elles forment des mycéliums primaires, donc des filaments d'organismes comme ça. Ces filaments primaires se rencontrent, forment un mycélium secondaire, ça fait un œuf en fait, ça fait une sorte d'œuf qui va pousser, qui est enveloppé dans un voile qu'on appelle le voile général ou le voile universel. Ça gonfle, le champignon déchire le voile, le sac dans lequel il est, et les restes de sac vont former des structures qui sont utiles à l'identification, que sont le volve à la base du pied et l'anneau au niveau du pied. Mais bon, ces structures ne restent pas indéfiniment, elles peuvent être mangées par les limaces ou d'autres animaux, ou tout simplement se décomposer, donc on ne peut pas forcément toujours compter dessus. Donc là, volve et anneau, champignon à lame, lame libre, c'est probablement une amanite. Et ainsi de suite, et ça continue. Alors ça, c'est une sorte de méthode de séparation, de classification des champignons, on va dire. Enfin, c'est même pas une méthode, c'est quelque chose de... Une méthode de séparation qui est très artificielle, qui est basée sur rien de vraiment concret. On parle des micromycètes, ce sont ces champignons qui restent à des stades comme ça, monocellulaires, unicellulaires, comme les levures par exemple, la levure de bière, qui reste, qui fait des voilà, des petits individus comme ça qui vont de temps en temps faire des filaments. Et ceux-là, ils restent à un stade microscopique, invisible à l'œil nu. Par opposition aux macromycètes, qui passent quand même le plus clair de leur temps sous terre, sous forme de filaments microscopiques qui sont invisibles à l'œil nu, mais qui de temps en temps, pour se reproduire, vont former ces structures de fructification, ces structures complexes pluricellulaires pour se reproduire. Mais c'est pas la norme, c'est pas tous les champignons qui sont des macromycètes entre guillemets. La plupart du temps, ces champignons sont invisibles à l'œil nu, cachés sous terre. Justement, vous pouvez avoir des individus, des réseaux de mycélium qui sont immenses, qui sont cachés sous terre comme ça. Et de temps en temps, ils vont former les carpophores. Si les conditions sont réunies, vous avez des saisons où les conditions ne sont pas bonnes et vous aurez très peu de champignons qui pousseront. Et ça peut donner des structures comme ça impressionnantes de ce qu'on appelle les rondes sorcières. Donc même si on ne les voit pas, le plus clair, la plus grande partie du champignon est sous terre, invisible, sous des kilomètres et des kilomètres de sol. Donc voilà le mycélium qui est sous forme de filament sous terre. Alors on l'a vu, il y a
certains champignons qui forment des carpophores et qu'on utilise pour les manger. Mais il faut bien garder à l'esprit que la plupart des champignons sont microscopiques et ne se voient pas, mais même si on ne peut pas forcément les manger, ils sont très utiles. Vous avez toutes les levures qui vont permettre la fermentation du lait pour faire du fromage et des yaourts, la levure de bière bien sûr, les levures à pain pour faire monter le pain, et puis les champignons microscopiques sont aussi à l'origine de la découverte des antibiotiques. En fait, les champignons livrent une guerre chimique sans merci avec les bactéries, avec lesquelles les champignons sont en compétition tout le temps pour la nourriture. Et donc Fleming, qui est un microbiologiste qui travaillait en mettant en culture des bactéries dans des boîtes de pétri, a travaillé un peu salement et a contaminé une de ces boîtes de pétri avec pénicillium, qui est une moisissure verte que l'on retrouve sur les pourrissures de légumes pourris par exemple. Pénicillium émet de la pénicilline qui tue les bactéries. Et s'est rendu compte que ces cultures de bactéries, il n'y avait pas de bactéries autour de pénicillium parce que pénicillium fabriquait un antibiotique. C'est comme ça qu'on a découvert la pénicilline qui a sauvé des millions de vies. Donc les champignons microscopiques sont très très utiles. Et bien sûr, vous en avez aussi qui nous parasitent et nous rendent malades. Mais bon. Alors de quoi se nourrissent les champignons? Les champignons sont des organismes hétérotrophes. Hétérotrophes, ça veut dire qu'ils sont incapables de produire leur propre nourriture, ou plutôt ils sont incapables de produire leurs propres composés carbonés énergétiques qui leur permettent de stocker et de puiser leur énergie dedans. Contrairement aux plantes qui sont autotrophes. Autotrophes, ça veut dire à partir du dioxyde de carbone de l'air, de l'énergie du soleil, de l'eau et de quelques nutriments au niveau du sol, ils sont capables de fabriquer des composés carbonés complexes, des sucres, hein, c'est les sucres en fait, qui leur permettent de se nourrir. Ce qui veut dire que les champignons sont dépendants d'autres organismes pour survivre, comme nous. On est des animaux, on a besoin de manger d'autres organismes pour survivre. On ne génère pas nos propres composés carbonés à partir de l'air. Donc il y a trois grands modes d'alimentation entre guillemets des champignons. Il y a les saprophytes qui mangent les déchets et les matériaux en décomposition. Ça peut être les feuilles, le bois mort, les êtres vivants qui sont morts dans le sol. Des saprophytes, on en a partout sur notre peau, qui mangent notre peau morte et qui nous font pas de mal du tout. On en a dans nos intestins, vous connaissez les probiotiques. Ces levures qu'on mange, qui d'ailleurs nous protègent, qui colonisent notre intestin en mangeant ce que l'on n'absorbe pas. Vous avez les champignons parasites, qui eux vont parasiter les plantes, les animaux ou les autres champignons affaiblis pour absorber leurs nutriments. Vous avez les champignons parasites, ou du moins opportunistes, qui vont être responsables de mycoses au niveau de nos ongles ou entre nos doigts de pied, ou qui peuvent nous rendre malades. Et enfin, ce qui nous intéresse le plus, c'est les symbiotes ou les mycorhiziens, qui constituent une bonne partie quand même des champignons que l'on retrouve dans la nature et que l'on mange ou que l'on observe. Les mycorhiziens, en fait, c'est une association symbiotique. Donc symbiote, ça veut dire que vous avez deux organismes qui ne peuvent pas vivre l'un sans l'autre, en gros, et qui bénéficient de leur interaction. Donc c'est une association symbiotique entre les filaments du champignon et la racine de la plante. Ces filaments sont en contact avec les racines de la plante. La plante qui est capable de générer des composés carbonés va en donner aux champignons pour qu'ils survivent. Et le champignon, en échange, comme il a un outillage enzymatique pour aller dégrader les matériaux dans le sol, il va échanger avec la plante des nutriments. Il s'échange en permanence des nutriments et l'un ne peut pas survivre sans l'autre, et inversement. Échange d'éléments nutritifs. Vous avez certaines plantes qui sont incapables de survivre sans champignons. Les géraniums, par exemple, on entend souvent parler. C'est pareil pour les champignons. Ils ont besoin d'avoir un arbre bien spécifique pour survivre, pour pousser. Exemple concret,
Le cep de Bordeaux, en fait, ça veut dire va falloir, en plus de savoir identifier les champignons, il faut savoir identifier les arbres sous lesquels vous vous trouvez. Le cep de Bordeaux a besoin euh, d'une association mycorhizienne, entre guillemets, avec un chêne ou un châtaignier ou d'autres arbres. Donc ça peut vous donner des indices sur la nature d'un champignon en regardant l'arbre en dessous duquel il est. Et voilà.